I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Hello et bienvenue sur Flower and Party, un podcast plein de bonne humeur, de paillettes et de fleurs, séchées de préférence, autour du mariage, mais pas que. Naissance, baptême, fête de famille, je suis accro aux beaux événements et j'ai envie de partager avec toi mes expériences, mes conseils et les pépites que je peux découvrir autour de ce thème. Tu viens ? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui je suis super contente de te retrouver comme d'habitude et aujourd'hui j'ai décidé de te parler d'un point vraiment central par rapport à ton mariage, tu vas vite le comprendre, c'est le choix de ton lieu de réception. Parce que oui, il ne faut pas se leurrer, de cela découle pratiquement tout le reste, à savoir la cérémonie laïque, la cérémonie à la mairie, les réservations des différents prestataires, la disponibilité de ta robe, la location du matériel, la réservation des fleurs, enfin bon. Tant que tu n'as pas vraiment booké ton lieu de réception, ben tu n'as pas de date, et tant que tu n'as pas de date, tu peux pas vraiment enchaîner sur le reste. Et bien sûr, on n'a pas envie de se planter dans le choix de son lieu de réception, et ça c'est bien évident, surtout que c'est souvent une énorme partie de notre budget. Donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de partager avec toi tout simplement les 10 questions qu'il faut selon moi se poser avant de finaliser ta réservation. Et la première question concerne la capacité des différentes salles de réception. Alors généralement sur les sites web des lieux de réception, tu trouveras les capacités maximales d'accueil, mais bien souvent, ces derniers disposent en réalité de plusieurs salles et qui ont des capacités variables selon qu'en plus tu sois en format cocktail, c'est-à-dire debout, ou en format assis, donc en format repas. Donc bien sûr, c'est une information hyper essentielle si jamais, par exemple, tu as 50 invités et qu'il y a deux salles, une pour 50 invités et l'autre pour 200, je pense qu'on t'attribuera celle pour 50 invités, ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est pour toi, pour pouvoir organiser la disposition de la salle. Ainsi, si tu as peu d'invités, tu pourras peut-être opter pour un format repas pour qu'elles se sentent un peu moins perdues dans une immense salle. Et au contraire, si tu attends beaucoup de monde, à ce moment-là, ça t'indiquera le format le plus approprié pour garantir le meilleur confort de circulation pour tout le monde. Et idem pour les chambres, si jamais ton lieu de réception propose un hébergement, c'est le bon moment pour te renseigner sur les possibilités de dormir sur place, le tarif, le nombre de chambres disponibles, les délais de réservation, etc. Voire les chambres qu'il faudra obligatoirement réserver pour pouvoir finaliser ta réservation. Donc bien évidemment, si tu as beaucoup d'invités qui vont se déplacer pour votre grand jour, ça peut devenir une information essentielle. La seconde question, et celle qui fâche un peu, il faut avouer, c'est est-ce que d'autres mariages peuvent être organisés en même temps que vous ? Parce que oui, surtout en pleine saison, le risque est assez grand que d'autres couples aient décidé de se marier à la même date que vous. Et parfois, ils peuvent avoir eu le même coup de cœur que vous sur le lieu de réception. En vrai, il faut savoir que c'est quand même assez fréquent que plusieurs réceptions se tiennent parallèlement sur un même lieu. La plupart du temps, pas d'inquiétude, les espaces sont bien délimités, les convives ne risquent pas de se croiser. Les personnes qui sont propriétaires de ce genre de lieu ont l'habitude de gérer ça. Toutefois, ça peut avoir un impact sur votre choix parce que du coup, vous n'aurez pas forcément accès aux mêmes salles ni aux différents espaces du lieu, notamment aux extérieurs. Du coup, tu l'auras compris, c'est quand même à prendre en compte. Si jamais ton rêve, c'était d'organiser le cocktail en extérieur à l'avant de la propriété et que finalement, tu te rends compte que c'est pas possible et que tu seras dans une autre partie du jardin, peut-être qui te conviendra moins. Voilà, c'est toujours bon à savoir. Et puis, ce sera peut-être l'occasion de négocier avec les propriétaires une privatisation complète si vraiment c'est quelque chose d'important pour vous. Ou alors d'adapter votre organisation si jamais vous savez que vous serez plusieurs le jour J. Troisième question, les prestataires sont-ils imposés ? Alors, ça n'est pas systématique, mais certains domaines peuvent parfois imposer des prestataires et je pense notamment aux traiteurs. Ainsi, ils s'assurent à eux d'avoir une prestation constante, un prestataire qui connaît les lieux, ses règles, avec lequel il sera facile pour eux de travailler et puis qui donc garantira d'être fidèle à leur image en fait. Dans un tel cas, c'est hyper important pour toi de t'assurer que ce prestataire-là vous conviendront et puis aussi de vérifier que leurs tarifs entrent dans votre budget, tout simplement. Bon, en vrai, il est rare que les propriétaires soient complètement fermés à ce que vous ameniez vos propres prestataires si jamais ceux proposés ne conviennent pas. En revanche, il y a souvent des modalités associées. La première, c'est le droit de bouchon, c'est-à-dire des frais qui sont associés au fait que vous ne recouriez pas au traiteur initial. Et puis, éventuellement, pour vous, des aménagements supplémentaires à prévoir. Et là, je pense notamment
au fait que le mobilier ne sera peut-être pas fourni, ni la vaisselle, ni le linge de table, par exemple. De la même manière, et si aucun prestataire n'est imposé, par contre, c'est peut-être l'occasion aussi de demander à ton propriétaire s'il connaît des bons prestataires, puisque du coup, par le fait de son expérience, il voit passer les différents prestataires de la région, il a les retours des différents mariés qui ont eu affaire à eux et peuvent te conseiller quelqu'un qui est suffisamment expérimenté, qualitatif et voilà, qui a un renom dans la région en fait. Donc c'est le moment de t'appuyer sur leurs conseils et leur expérience. Quatrième question, c'est l'étendue de la prestation. Alors, vos hôtes vont sûrement vous annoncer un budget pour vos dates. Celui-ci devra de toute façon mentionner le coût éventuel de la réservation du lieu en lui-même. Certains ne le facturent pas et ça mérite d'être su, je l'avais mentionné dans mon premier podcast. Mais il devra aussi mentionner la prestation de restauration, si jamais vous décidez de passer par le traiteur qui est imposé ou si le lieu fait aussi traiteur. Le possible brunch et puis la location de chambre, etc., etc. Cela dit, avant de signer, il est quand même essentiel de bien comprendre ce qui est inclus précisément dans la prestation. Donc bien sûr, il y a le coût, mais il y a aussi les précisions d'ordre purement logistique. Par exemple, est-ce que dans le prix est inclus la fourniture du mobilier? Qui se charge de la mise en place des tables et des chaises? La vaisselle et le linge de table sont-ils fournis? Par qui? Qui les dispose en amont de la réception? Tout ça peut être détaillé à ce moment-là et ça vous permettra de savoir s'il faut rajouter des prix supplémentaires pour faire toutes ces choses. C'est d'ailleurs aussi peut-être le bon moment pour poser des questions très pratiques pour tes futurs prestataires, comme celle de l'alimentation électrique ou de la possibilité d'installer des enceintes dans les espaces extérieurs pour ton DJ. Je te conseille aussi de voir si par exemple une salle de stockage peut être attribuée au sommelier ou une salle pour la nounou, voilà, pour qu'elle puisse faire dormir les enfants si jamais ils en ont besoin par exemple. N'hésite pas non plus à demander quel est le niveau d'équipement de la cuisine pour ton éventuel traiteur, ça peut être un point important qu'il te demandera lors de ton premier devis avec lui par exemple. Enfin, je t'invite aussi à t'assurer des modalités de remise en état du lieu après la fête, le nettoyage, le rangement, tout ça, à qui est-ce qu'elle incombe? Est-ce qu'il y a un coût supplémentaire pour traiter tout ça? Crois-moi, le jour J, ça comptera beaucoup. On arrive maintenant à la 5e question et c'est justement de savoir combien de temps précisément tu auras accès au lieu. Alors encore une fois, selon que tu viennes de loin ou pas, que le domaine installe la salle ou pas, que tu aies prévu un brunch ou pas, tu auras des besoins spécifiques. Du coup, c'est toujours bien de savoir exactement à quel moment tu auras accès au lieu et à quel moment tu devras le quitter. Ainsi, tu peux demander si tu auras accès au lieu la veille de l'événement pour pouvoir tout installer au niveau déco par exemple. Si c'est pas possible, est-ce qu'ils pourront t'attribuer un lieu de stockage pour toutes tes affaires, histoire que tu te retrouves pas entre le coiffeur et le maquilleur à devoir tout transporter en fourgonnette avec beau papa qui te demandera où il faut mettre le vase. Enfin bon, t'as bien compris l'image, je pense que ça parle à tout le monde. Tu peux aussi demander si tu peux te préparer sur place, si jamais tu viens de loin par exemple. Peut-être que tu auras besoin de réserver votre chambre un petit peu plus tôt pour t'y changer. Et puis, concernant la fête elle-même, surtout si le domaine n'est pas entièrement privatisé, tu vas pouvoir avoir des contraintes d'horaire dans la nuit, où tu devras notamment couper le son. Dans tous les cas, il faudra prévoir que le service bar s'arrêtera à un moment donné et du coup, tu devras peut-être organiser quelque chose pour maintenir la soirée en place ou prévoir de couper court. Malheureusement, ça peut arriver aussi. Voilà, mais en tout cas, c'est un bon élément à prendre en compte pour pouvoir organiser ta soirée. Et pour finir de la même manière, certains invités pourront être tentés de jouer les prolongations le lendemain de la célébration. Même si tu as prévu un brunch, il peut y avoir une heure à laquelle libérer les lieux et si jamais tu souhaites quand même proposer un lieu de repli quelque part, c'est toujours bien de pouvoir anticiper ça. La 6e question concerne les éventuelles contraintes liées à la déco. Et oui, parce que selon que tu optes pour une charmante salle des fêtes à intégralement décorée ou pour un lieu classé au patrimoine historique, bien sûr, tu penses bien que tu n'auras pas la même latitude pour la déco. Donc la présence aussi d'un autre mariage ou d'un service de restauration classique à proximité de votre salle pourra aussi jouer. Donc si par exemple tu comptes disposer des bouquets de fleurs séchées tout le long du chemin, mettre un panneau d'accueil à l'entrée du domaine, envisager de suspendre un tambour fleuri géant au-dessus de la table d'honneur de chez Atelier des Prés, bien sûr, parce que c'est la meilleure boutique de fleurs séchées concernant le mariage, n'est-ce pas? Tu as bien compris? Bref, selon ce que tu as prévu, c'est toujours bien de vérifier avec la salle comment procéder, où le disposer, qu'est-ce qu'ils acceptent et qu'est-ce qu'ils n'acceptent pas.
Idem, si jamais tu prévois de faire une cérémonie laïque sur le lieu même de la réception, tu peux voir avec les propriétaires si tu peux mettre une arche, si tu peux lancer des pétales ou des confettis, parce que ça, par exemple, c'est super pour les photos, mais eh bien, tu peux te retrouver après ça à devoir balayer toi-même le tout. Donc, c'est toujours bien de savoir ce genre de détails techniques avant de se lancer dans l'achat des produits. Je crois qu'on en est à la 7e question, tu me corrigeras si je me suis trompée. Mais du coup, ce que je te conseille ensuite, c'est de poser la question de l'accès aux espaces extérieurs. Donc pareil, si tu optes pour un mariage à la belle saison, il y a fort à parier que tout le monde adorerait utiliser les extérieurs, que ce soit pour le cocktail, pour organiser un repas en plein air, voire même pour accueillir ta cérémonie laïque, comme je te l'ai dit juste avant. Dans ce cas, il faut que tu puisses savoir exactement à quels espaces tu auras accès, dans quelle mesure ils pourront être aménagés. Donc tout ça, ça va ensemble, hein, t'as bien compris. Mais du coup, voilà, savoir si tu peux mettre des éclairages, est-ce que tu peux diffuser de la musique, est-ce que tu peux mettre des chaises en extérieur, est-ce que tu peux mettre une arche, comme je te l'ai dit, ou est-ce que tu pourras installer ton photobooth, est-ce que tu pourras mettre quelques petites animations ça et là, des guirlandes dans les arbres, des fleurs séchées partout, etc., etc. Bon, t'as bien compris que de toute façon, la question de la déco, pour moi, c'est un gros problème, ou pas d'ailleurs. En tout cas, c'est quelque chose qui me passionne. Mais du coup, voilà, savoir comment tu peux exploiter les espaces extérieurs, lesquels sont accessibles ou pas et comment, c'est une question clé, crois-moi. La 8e question, et pas des moindres, c'est est-ce qu'ils ont une solution de repli en cas de mauvais temps? Parce que oui, hein, la météo, on sait que c'est pas notre meilleure amie. Généralement, quand on va se marier, on aimerait bien qu'elle nous laisse tranquille. Et bien sûr, je croise les doigts, tout ce qu'il faut, les cheveux, tout. Mais bon, au cas où, hein. De toute façon, on sait, quand on organise un événement, il faut toujours prévoir le pire, pour qu'il n'arrive pas. Du coup, eh bien, c'est toujours bien de savoir avant, de voir avant avec ton propriétaire, hein, tout simplement, si jamais il pleuvait, où est-ce que tu pourrais déplacer le cocktail, par exemple. Si jamais vous aviez prévu une garden party, est-ce qu'on peut installer un barnum? Est-ce qu'ils ont un barnum? Est-ce qu'il faut que tu le loues? Et qui devra gérer le déplacement, notamment de toute la vaisselle et de tous les plats. Bon, comme je te l'ai dit, je suis sûre que tu n'en auras pas besoin, mais c'est bien de savoir quand même. La 9e question, c'est est-ce que le lieu de réception dispose d'un parking? Et oui, parce que là, pour le coup, rares sont les jours de mariage où on n'utilise pas la voiture. Parce que oui, entre les belles tenues qu'on ne veut pas abîmer, le maquillage qu'on préfère faire éviter de couler, et les distances souvent assez grandes entre mairie, lieu de culte, lieu de réception, etc., même si je suis une vraie écolo dans l'âme, ces jours-là, c'est quand même difficile de s'en passer. Et encore faut-il pouvoir, dans ce cas, se garer. Du coup, c'est le bon moment pour demander aux propriétaires du domaine ou de l'hôtel s'ils ont un parking auquel vos invités pourront accéder, connaître la capacité de ce parking-là, et puis, si jamais c'est pas suffisant, savoir quel est le parking le plus sécurisé à proximité, comment y accéder, etc. Généralement, je pense qu'on doit leur poser la question à chaque réservation. Et donc, on en arrive maintenant à la 10e et dernière question qui concerne les conditions de réservation et d'annulation. Bon, alors on va commencer par les conditions de réservation, n'est-ce pas? Parce que bon, c'est quand même important. Voilà, a priori, ce domaine coche toutes les cases. Vous avez eu toutes les réponses à vos questions, mais il y en a quand même une dernière qui est importante. C'est de savoir quelles sont les modalités de réservation. Donc, est-ce que vous devez verser des arts, une caution? Quel est le timing pour faire ça? Et puis, c'est aussi à la lecture du contrat le moment de vérifier que tout ce que vous avez discuté y figure bien, donc que ce soit les éventuels suppléments pour prolonger la soirée, le droit de bouchon, etc. Tout ce qui a été discuté devrait être mis par écrit, comme ça évite toute discussion par la suite. C'est mon conseil. Voilà. Bon, maintenant, on en arrive à la question qui fâche, mais c'est quand même important de le savoir. Chaque Covid écrit à l'eau froide, tu le sais. Mais voilà, ça va pas te servir, hein, on est bien d'accord. Mais si jamais, pose la question quand même de savoir, en cas d'annulation, de leur fait, de ton fait, du fait de la force majeure, comment ça se passe, quelles sont les conditions de remboursement, quels sont les délais pour annuler, etc., etc. Enfin, voilà, je pense que c'est important, même si tu t'en serviras pas. Et voilà, après ça, normalement, vous devriez avoir la majorité des informations nécessaires pour prendre votre décision finale. Bien sûr, n'oubliez pas de fonctionner quand même selon votre cœur, selon là où va vraiment votre envie de vous marier. Je suis sûre que le site que vous allez trouver de toute façon sera juste magique pour vous.
Et surtout, voilà, j'espère t'avoir quand même aidé à prendre ta décision. Surtout partage-moi tes impressions après tes visites, ça me plaît trop d'avoir vos retours sur ce genre de sujet. Ce que tu penses, comment ça se passe pour toi? Est-ce que c'est stressant ou pas? Est-ce que tu trouves des trucs cool ou pas? Et puis voilà, et puis si jamais tu vois des questions qui pourraient manquer à la liste, surtout n'hésite pas à me laisser un commentaire sur ta plateforme de podcast parce que parfois, on peut le faire. Oui, c'est pas tout le temps, mais parfois on peut. Et puis si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le noter sur ta plateforme de podcast aussi, à me laisser de préférence 5 étoiles, hein. C'est toujours bienvenu, ça soutient aussi ce que je fais. Et puis, je te dis à très bientôt pour le prochain épisode. Et puis en attendant, n'oublie pas, profite! Wake up, today's gonna be a good day.